Les décideurs d'innovation posent leur caméra aujourd'hui chez Symantec. Symantec, c'est le numéro 1 des logiciels de sécurité informatique. Un business qui connaît beaucoup d'innovations de part et d'autre de la barrière, côté pirate et côté sécurité informatique. C'est comme ça que le système progresse. C'est ce que l'on va voir avec Laurent Hello. Laurent Hello, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans vos bureaux chez Symantec. On est à la Défense, dans une tour, 3 étages, 250 personnes. C'est la partie française, le pôle français de cette société américaine, premier éditeur de logiciels au monde sur la sécurité. Le grand public connaît le logiciel Norton, un logiciel que vous éditez. Ça, c'est la partie grand public. Mais bon, la sécurité informatique va bien au-delà et concerne aussi bien sûr les entreprises. On va parler justement de l'innovation en termes de sécurité informatique. J'imagine que vous ne chômez pas. Vous êtes le Chief Security Strategist. Alors on pourrait traduire ça par évangélisateur aussi. C'est votre responsabilité de convaincre du danger. C'est un peu plus concret, si je peux me permettre, dans la mesure où le but c'est vraiment de conseiller à nos clients des manières de protéger leur information, qui est maintenant souvent leur bien le plus précieux. Donc la partie évangélisation, on va dire que ça fait quelques temps qu'on a passé un peu ça. Oui, en plus il y a pas beaucoup d'efforts à faire, parce que chaque semaine ou presque, il y a un scandale, une alerte, que ce soit chez Google, chez Sony, dans l'armée américaine. Enfin bon, on sent qu'on vit de plus en plus sous cette menace. Certains disent même que le prochain Pearl Harbor sera informatique. Peut-être sans aller jusque-là, mais il est clair que l'Internet étant de plus en plus important dans le business des entreprises, l'information elle-même également, donc il est évident que tout ce qui peut toucher à l'intégrité des systèmes d'information, mais surtout de l'information elle-même, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui en termes de risque. Et vous avez raison, on a vu là, ces dernières années plus d'apparitions, on va dire, médiatiques d'un certain nombre d'attaques. Alors on entend parler du fameux vers Stuxnet, oui. Donc, qui avait pour mission de ralentir le programme nucléaire iranien. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une arme de cybersabotage dont le but était effectivement de ralentir la production d'uranium. On a aussi beaucoup parlé des affaires autour de Wikileaks, qui posent des questions, qui fait que les dirigeants, et c'est une bonne chose, que les dirigeants se posent vraiment des questions en termes de confidentialité de l'information. Et puis un certain nombre de choses dans la presse avec des pertes de données sensibles pour pas mal de sociétés importantes. Également des groupes d'activistes avec HACK. Les hackers activistes, ça fait voilà, c'est très actif. Les pirates activistes. Oui. Disons que c'est une évolution en termes de motivation. On a globalement vu trois segments. Je schématise un peu, mais autour des attaquants, entre guillemets. Jusqu'au milieu des années 2000, on avait affaire à ce qu'on appelait souvent les script kiddies. Donc plutôt ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire c'est plutôt des hackers, mais on va dire qu'ils faisaient ça pour… Bon enfant ? Ouais, plus ou moins, mais on va dire la motivation, elle était plus technologique, elle était plus sur la partie… Pour dire, regardez, j'ai réussi à trouver la faille, voilà, et c'était de la gloriole en fait. Exactement, ça a pu tendre vers du vandalisme parfois, mais en fait c'était plutôt autour de ça. Depuis les années 2005-2006, et la monétisation autour de l'Internet, on a vu vraiment arriver la cybercriminalité, la vraie cybercriminalité, dont la motivation est purement financière. Donc là, on veut voler des comptes bancaires, on veut voler des numéros de cartes bancaires, on veut même voler des identités. Et là, il y a un marché souterrain de la cybercriminalité qui est relativement florissant, avec l'échange et la vente de ce type de biens. Et puis depuis fin 2009, on a vu vraiment l'apparition de ces groupes, entre guillemets, d'activistes. Donc cette fois-ci, la motivation, elle est vraiment idéologique, même si parfois ce n'est pas complètement limpide en termes d'idéologie, voire politique, dans la mesure où lorsqu'on veut attaquer un pays ou une organisation, là ça peut être plus compliqué.
D'où vient la fragilité en fait des systèmes? C'est le fait qu'il y ait de plus en plus de connexions entre les appareils différents? C'est des logiciels de plus en plus lourds et complexes? C'est quoi le facteur de fragilité? Parce qu'on pourrait se dire qu'avec le temps, on arrive à faire des châteaux forts complètement hermétiques. Ben justement, c'est ce qu'on avait eu tendance à faire il y a quelques années encore. Et maintenant, on est arrivé à ce qu'on appelle, alors c'est pas très très français, mais on appelle ceci la dépérimétrisation du système d'information. Le système d'information n'a plus de périmètre clair. Donc pour monter des barrières autour d'un truc sans périmètre, qui est flou, c'est très difficile. On a même tendance à dire maintenant que parfois, le périmètre de l'entreprise, c'est vous, c'est l'individu, c'est l'employé. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour sécuriser cet individu, cet employé? Eh bien déjà, on a commencé à faire progressivement une évolution entre la protection de l'infrastructure elle-même, qui devient, comme on le dit, de plus en plus virtuelle, voire nuageuse. Et là, on va parler du cloud. Et donc, quelque part, c'est difficile de même, ne serait-ce que la visualiser, vers la protection de l'information. Alors cette fois-ci, c'est quand même plus concret. A priori, on doit savoir quelle est son information sensible, où elle se trouve et qui y a accès. Donc ça, déjà, ça va être des choses, des étapes qu'il va falloir mettre en œuvre. Quelle est l'information sensible? Parce que toutes les entreprises en ont. Où elle se trouve? Où se trouve-t-elle? Et qui y a accès? Ça va être très important. L'étape ultime, ça va être maintenant aussi de protéger les identités. Être certain que les individus ayant accès au système ou à l'information accèdent à l'information avec les bons droits, etc., etc. Ça passe par de la cryptographie, c'est ça l'enjeu? Ça passe par tout ce qui va permettre quelque part de renforcer les défenses du système d'information. Ça veut dire, dans un premier temps, éviter que des logiciels malveillants, des maliciels, ne rentrent dans l'entreprise. Alors à ce sujet, en termes d'innovation, on a développé et mis sur le marché une technologie qui s'appelle Symantec Insight et qui permet spécifiquement de répondre à ce qu'on appelle aujourd'hui les attaques ciblées. Les attaques ciblées, c'est le fait que les maliciels ne sont plus distribués massivement comme il y a quelques années, mais maintenant on a vraiment affaire à de la micro-distribution. C'est-à-dire qu'on va cibler, on va envoyer 1 ou 2 messages qui vont contenir un logiciel malveillant unique à destination généralement de personnes assez haut placées dans l'organisation. Et donc vous, votre logiciel, il a en stock tous les maliciels, comme vous dites, et il peut les détecter? C'est comme ça que ça fonctionne? Alors c'est comme ça que ça fonctionnait. L'innovation que les cybercriminels ont mis autour de ça, c'était de dire, au lieu d'envoyer un virus à la Terre entière, je vais en envoyer quasiment un par personne. Ouais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a plus difficile à détecter pour vous? Impossible à détecter si vous restez dans le mode des listes noires. Donc l'idée, c'était de trouver autre chose. Et l'autre chose, c'est ce qu'on appelle, nous, la sécurité basée sur la réputation des fichiers, des programmes, j'entends. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, à l'inverse, si vous téléchargez un fichier, un programme que nous, Symantec, n'avons jamais vu, c'est extrêmement louche, c'est extrêmement anormal. Donc on a une base de données cette fois-ci, non plus simplement des fichiers malveillants, mais de tous les exécutables de l'Internet, où quasiment on en est à presque 2,8 milliards de programmes. Et ça veut dire qu'il faut le scanner avant de le laisser rentrer, passer le pont-levis en quelque sorte? On ne va même pas le scanner, on va simplement calculer son score de réputation à travers un certain nombre de calculs, comme combien de fois on l'a vu sur Internet. Si ce programme-là, on ne l'a jamais vu avant, il va avoir un score très mauvais. Comment ça se passe quand vous détectez un nouveau danger, un nouveau maliciel, un nouveau virus? Vous pouvez réagir en temps réel? C'est une course contre la montre qui s'engage? Ça a toujours été effectivement une course contre la montre quand on avait à produire des signatures par rapport à l'arrivée d'une nouvelle menace. Aujourd'hui, on a évolué dans la mesure où on essaye d'être le plus proactif possible. J'ai parlé de la sécurité basée sur la réputation, mais on a également un autre angle très important qui est ce qu'on appelle l'analyse comportementale. On a profilé le comportement malveillant ou bienveillant, entre guillemets, d'un programme. Et aujourd'hui, lorsque un cheval de Troie, par exemple, arrive sur une machine, peu importe comment, en admettant qu'il soit arrivé, lorsqu'il va s'exécuter, ce cheval de Troie, il va faire un certain nombre de trucs. Peu importe, mais à un moment donné, il va vouloir se connecter à l'extérieur pour ceci, il va peut-être essayer d'enregistrer les touches que vous tapez au clavier, etc. C'est comme ça qu'on perd le cheval. Voilà, tout un tas de comportements bizarres qu'un logiciel normal et non malveillant n'aura pas. Donc on va, au-delà de cette histoire de signature, de la réputation,
avoir aussi la partie comportementale. Donc tout un tas de technologies nouvelles qui nous permettent d'être très proactifs par rapport à tout ça, parce que c'est la règle maintenant. Est-ce qu'il est possible de garantir 100% de sécurité ou est-ce que c'est impossible? Non, techniquement ça serait possible, mais ça serait à des coûts tellement incroyables. Et puis invivable aussi. Et invivable, donc c'est absolument impossible. Et d'ailleurs aujourd'hui, la sécurité telle que nous la préconisons, et pas seulement nous, mais évidemment nos clients, notamment les responsables de la sécurité de systèmes d'information, ils ne peuvent plus dire non. Quand on vous demande à avoir accès à un réseau social dans l'entreprise, vous ne pouvez pas dire non, parce que sinon, on va passer par la fenêtre. On va mettre des clés 3G, on va mettre tout ce qu'on pourra, et on le fera quand même. Donc maintenant, parce que c'est encore le cas de beaucoup d'entreprises qui disent non, il ne faut pas YouTube, il ne faut pas Facebook, ça fait perdre du temps à mes collaborateurs. Et du coup, la plupart des collaborateurs, et surtout les plus jeunes, qui ne comprennent pas, qui de toute façon sont plus compétents souvent en informatique que leurs aînés, ne comprennent pas que c'est interdit. Donc ils contournent. Ils contournent systématiquement. Ils ne demandent pas la permission, donc ils demandent pardon. Il vaut mieux avoir ça de façon transparente et intégrée. Il faut dire oui, mais. Oui, tu vas pouvoir utiliser du réseau social ou du microblogging, mais voilà la règle, voilà la norme, voilà machin. Et à nouveau, éducation, processus, procédure et de la technologie pour être sûr que le reste fonctionne. Et qu'est-ce que vous mettez dans la case procédure? C'est peut-être des processus spécifiques à certains métiers pour lesquels on va être autorisé à faire ceci ou cela. Parce que je suis au département marketing, je vais peut-être avoir plus besoin de communiquer avec l'extérieur qu'au département finance. Au département R&D, peut-être là, on sera encore plus protégé, etc., etc. Donc, il y a vraiment des choses à étudier par rapport à ça. Exactement. On a de plus en plus d'objets connectés. Hein, les mobiles sont un champ, j'imagine, très important pour vous. Ça induit des dangers nouveaux aussi? Des dangers nouveaux, pas vraiment, puisqu'en fait c'est simplement une évolution du terminal. Chez Symantec, on a l'habitude de parler de terminaux. Votre terminal, c'est votre desktop, votre laptop, votre mobile, votre PDA, votre tablette et demain votre truc qu'on ne connaît pas encore. Mais le fait qu'il soit connecté sans fil, en Wi-Fi, en 3G ou par d'autres systèmes, est-ce que ça induit des risques et des dangers nouveaux? Parce qu'il y a aussi la liaison, peut-être, qui est plus facilement piratable. Oui, enfin, forcément, maintenant, on est beaucoup dans le sans-fil, mais on a tout un tas de technologies qui permettent de sécuriser de manière suffisante le sans-fil et pouvoir travailler en mode sans-fil de manière tout à fait sereine. À partir du moment où on a ce qu'il faut en termes de chiffrement sur le réseau, à partir du moment où on a ce qu'il faut en termes de validation de l'authentification de l'utilisateur lui-même, à partir du moment où on sait que sur votre appareil mobile, il n'y a pas d'informations sensibles, ou si celles qui sont sensibles sont chiffrées, la mobilité, ce n'est pas un souci. Hein. Pour nous, avec la mobilité, le travail, ça devient une activité à temps plein. Ce n'est pas juste un lieu. Ouais. Votre prochain défi, donc? C'est la protection des identités. On est aujourd'hui très exposé en termes d'identité en ligne. On parle de réputation, de e-réputation, à la fois pour les individus, mais aussi pour les entreprises. On l'a vu récemment dans la presse, des entreprises qui sont attaquées assez violemment en termes de réputation. Ce n'est pas facile à gérer. Ouais. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment important aujourd'hui parce que des identités, on peut en avoir une ou plusieurs, mais pas tant que ça. Une pour travailler, une pour les impôts, une pour jouer en ligne, une pour acheter. Mais globalement, il va falloir protéger ce genre de choses. C'est vraiment pour nous l'étape suivante, une fois qu'on a protégé l'infrastructure. On met en place ce qu'il faut pour protéger l'information et la troisième vague, c'est la protection des identités. Bon, encore de beaux jours pour Symantec donc. Eh bien, nous l'espérons dans la mesure où ça va aider nos clients à réaliser leurs projets. Merci beaucoup Laurent Hello, à bientôt. Merci beaucoup. Why do you